Je vais introduire en fait et dire le pourquoi, qu'est-ce qui nous a mené à pouvoir mener cette recherche. Je vais ensuite laisser la parole à Emmanuel Moussouillou pour qu'il puisse nous parler un peu de défis de l'électrification et Maître Eric pourra conclure avant de laisser la parole aussi à nos panélistes et aussi à l'assistance ici présente, même si à ceux-là qui sont aussi en ligne, parce que n'oublions pas, nous avons une grande assistance aussi en ligne qui nous suivent en direct. Et donc, le réseau Mwangaza, c'est un réseau des organisations de la société civile qui existe depuis 2021. Ce réseau a été créé à Goma en 2021. Et au sein de ces réseaux, nous avons 8 organisations de la société civile. Et je vais vous présenter ces organisations dans les slides qui vont suivre. Ces organisations, en fait, plaident ou ont comme objectif de travail derrière, c'est d'arriver, de permettre à ce que la population congolaise ait un accès à l'électricité et aussi qu'il y ait une très bonne gouvernance dans le secteur de l'électricité et en dernier lieu, la protection des droits des populations impactées par les projets énergétiques. Ces 3 objectifs, en fait, c'est les objectifs qui constituent le mobile de travail de ces réseaux Mwangaza depuis sa création en 2021. Alors, pourquoi nous avons voulu mener ces études diagnostiques? Évidemment, tout part de 2021. C'est vrai, au début de la création, avant la création du réseau Mwangaza, Ressources Mathias travaillait avec les organisations de la société civile dans 8 provinces. Mais on s'était dit que c'était mieux de pouvoir avoir un réseau afin de pouvoir amplifier nos forces au niveau national, étant donné que ces réseaux se regroupent dans plusieurs provinces. Et c'est de là, lors de la création de ces réseaux Mwangaza, que nous nous avions dit que c'était vraiment opportun pour qu'on puisse commencer par un état des lieux du secteur de l'électricité, parce que c'était déjà 7 ans après la libération du secteur. Moi, on constatait qu'il n'y avait pas des avancées significatives en termes d'accès à l'électricité dans nos milieux, dans nos provinces. Il y avait toujours ce problème-là qui peut exister. Il n'y avait pas toujours d'investisseurs qui venaient. On se disait, mais pourquoi ne pas d'abord commencer par un état des lieux? Pourquoi ne pas vraiment regarder qu'est-ce que nous avons dans nos provinces, qu'est-ce qui bloque nos provinces pour pouvoir améliorer les choses? Et c'est de là que l'idée était venue de commencer par faire une étude diagnostique. Nous avions demandé à toutes les organisations membres du réseau Mwangaza de pouvoir travailler sur les diagnostics du secteur de l'électricité dans leurs provinces respectives. Et là, alors en 2021, l'idée était venue de pouvoir, en tout cas, demander à toutes ces organisations de travailler sur un diagnostic. Et c'est en 2022 que nous avons lancé les recherches sur les diagnostics du secteur de l'électricité. Et je dois souligner que nous avions aussi professeur Ndaye en appui, donc il est aussi ici dans la salle, donc il était là pour aussi accompagner les organisations parce que nous travaillons toujours avec lui depuis le départ. Alors, il y a plusieurs défis qui ont été identifiés, parmi lesquels le premier défi pour le secteur de l'énergie, et je pense que tout le monde est d'accord avec nous, c'est qu'il y a un problème de données. Déjà, nous le savons tous que pour développer un secteur comme celui-là, on a besoin des données. Comment est-ce qu'on va produire de l'énergie si on n'a pas de données? Comment est-ce qu'on va calculer déjà tous les débats qu'il y a sur le taux d'accès, etc., s'il n'y a pas de données? Et donc, dans toute la province, déjà à partir de Kinshasa, qui est la capitale de la RDC, on constate qu'il y a des problèmes de données. Et les provinces, c'est encore pire parce que déjà, il y a des problèmes de capacitation, on pourra parler de ça plus tard. Mais vraiment, parlant de manque de données, on commence par le fait qu'il n'existe pas une planification nationale d'électrification. Il est vrai que certaines institutions, comme l'ANSER, pour le moment, ont essayé de produire ou de faire une planification locale dans pour le 145 territoires. Mais néanmoins, il n'existe pas une planification nationale coordonnée. Une autre chose, c'est qu'au niveau des provinces, les 6 provinces consultées, on a trouvé qu'il y avait un problème de développement. Ici, on fait allusion essentiellement à cette coordination qui existe entre le besoin du développement et les besoins d'électrification.
Donc, par le fait qu'il n'existe pas de planification provinciaux d'électrification qui s'inscrivent dans des plans de développement de ces provinces-là, cela se présente encore une fois de plus comme une difficulté par rapport à cette problématique des données. Et de façon globale, on va se poser la question aujourd'hui, au niveau national, quelle est cette institution qui est chargée de collecter des données? Parce que plusieurs fois, on a parlé de cette initiative de mettre en place une banque de données au niveau national. Toutes les institutions, chacune a des données certainement qu'elle essaye, n'est-ce pas, de collecter sur terrain. Mais quelle est la coordination qui s'est faite à ce niveau-là? Auprès de quelle institution de façon officielle on peut aller pour chercher des données? Et donc ça se présente comme un des grands défis qui a été remarqué. Un deuxième défi qui a été identifié dans ces études, il est lié au cadre légal. Déjà, nous connaissons tous que nous avons une loi depuis 2014. Christian tout à l'heure parlait des 10 ans. Effectivement, c'est depuis juin, je pense le 14 ou le 17 juin passé, que la loi a totalisé 10 ans. Mais on se pose la question si les acteurs connaissent effectivement cette loi-là. Nous avons fait le tour de plusieurs provinces, presque toutes les provinces d'ailleurs, au-delà même des 6 provinces citées, ou les 6 provinces dans lesquelles on a mené ces études. On était surpris de voir que certains acteurs principaux du secteur ne connaissent pas la loi, ne connaissent pas certaines dispositions claires de cette loi-là, ne connaissent pas que dans certains coins, on était même surpris que les gens ne savaient même pas que les 2 institutions, ANSER et ARE, prévues par la loi, étaient déjà mises en place. Donc ça, c'est un problème. Si déjà les acteurs qui sont censés développer les secteurs, appliquer tout ce qu'il faut pour que le secteur aille de l'avant, ne connaissent pas cette loi-là, on s'imagine déjà que voilà, l'application et les résultats ne pourra pas suivre. Et ça, c'est parmi les faiblesses majeures que nous avons par rapport aux 10 ans passés, au fait que le secteur n'a pas beaucoup évolué. On a travaillé avec les chefs des services de toutes les 24 provinces et communes de Kinshasa. Et déjà, le constat a été celui-là que ceux qui sont ici ne connaissaient pas la loi, ne connaissaient pas certaines institutions. Et d'ailleurs, il faut aussi noter l'interaction, le niveau d'interaction entre les chefs des services, les chefs des divisions et leurs autorités au niveau des provinces. On cite le ministre, par exemple, de l'énergie et les chefs des divisions, etc. Cette collaboration se présente aussi comme une difficulté dans ce contexte où le cadre légal n'est pas... voilà, dans ce défi lié au cadre légal. Alors, une autre chose, c'est que effectivement, il peut y avoir une loi, il y a des mesures d'application au niveau national, mais les provinces doivent s'approprier de ces lois pour même mettre en place certains édits et autres. Mais on s'est rendu compte que dans plusieurs provinces ou dans les provinces où nous étions, il n'existe pas d'adaptation en fait, du cadre légal à leur niveau. Ça, c'est aussi un grand défi pour parler des édits provinciaux, pour parler, tout à l'heure on parlait, n'est-ce pas, de la planification, c'est aussi la même chose. Donc cette suite-là, de la création en fait, d'un cadre spécifique adapté à une province, ça demeure aussi un défi. Alors, une autre chose qu'il faut noter, c'est que y a en fait l'absence de mécanismes formels de vulgarisation des textes légaux et réglementaires. Il y a ce mécanisme qui n'existe pas. Au-delà de ces mécanismes qui n'existent pas, un mécanisme aussi pour le renforcement de capacité des acteurs. Parce qu'on peut ne pas connaître, on peut avoir un cadre légal si on n'est pas renforcé en capacité. Ça aussi, c'est un problème alors qu'on est dans un secteur qui est plutôt dynamique. Alors, il y a un autre défi qui a été identifié par les acteurs, c'est au fait un défi lié au cadre institutionnel. Déjà, une première des choses qu'on peut noter, c'est que malgré la libéralisation, malgré le 10 ans de la loi, il s'observe toujours... n'est-ce pas, cette implication ou cette récupération par certains acteurs politiques, n'est-ce pas, de certains projets ou de certaines actions dans le secteur. Il y a d'autres projets, je pense que vous connaissez certains projets comme Boussanga et bien d'autres, qui aussi ont connu beaucoup de problèmes d'influence politique
Ce qui fait que voilà, le secteur qui est plutôt technique, qui se veut être un secteur moteur de développement, se voit toujours en arrière parce que certaines interactions politiques influencent des décisions, influencent l'opérationnalisation, n'est-ce pas, des projets et autres pour permettre le développement de ces secteurs-là. Le secteur de l'électricité, depuis plusieurs années maintenant, se voit être privé des investissements sérieux pour son développement. On parle de ça parce que, ok, on peut calculer sur le nombre d'années combien d'argent a été placé dans le secteur pour construire de nouvelles centrales. Combien d'argent a été placé dans le secteur par le gouvernement pour améliorer le réseau, pour étendre le réseau, pour, n'est-ce pas, réhabiliter des infrastructures qui sont restées à l'abandon depuis plusieurs années. Et donc, tout ça, ce sont des problèmes. Il est vrai que l'analyse qu'on a faite récemment sur la loi des finances 2024, on a pu identifier quand même un petit avancée dans ce sens qu'il y a plusieurs projets qui sont intégrés. Déjà, par exemple, le projet des 145 territoires sont intégrés dans la loi liée aux investissements. On parle du désintéressement au fait des acteurs nationaux à investir. Effectivement, on peut noter qu'il y a moins d'acteurs congolais qui investissent dans le secteur. Certainement qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent motiver cela. Est-ce qu'ils sont capacités? Est-ce qu'ils ont de moyens pour le faire? Est-ce que le gouvernement même sécurise les investissements que les Congolais vont faire dans ce secteur-là? Ce sont des questions qui se posent. Au fait, un autre élément, c'est comme déjà par exemple à Goma avec Virunga SARL, il y a une centrale qui devait déjà être finalisée. Je pense la centrale de, si je ne me trompe pas, Lubero, si c'est Lubero, je pense. Mais cette centrale-là n'est pas finalisée. Pourquoi? Parce qu'il y a l'insécurité. Et les M23, depuis l'époque où on était là, les M23 étaient juste en face. Là, il y avait une rivière qui séparait l'endroit où se trouvait le M23 et la centrale qui était en construction. Ce qui faisait que personne ne pouvait accéder à cette centrale-là. Et donc ça fait partie, justement ce problème d'insécurité reste un défi aussi majeur. On parle du Nord Kivu, mais dans certains... Voilà, quelle est cette politique qui est adaptée aujourd'hui dans le secteur pour faciliter les investissements? Est-ce que le cadre légal pour les investissements ou même déjà du secteur de l'énergie et des secteurs connexes permettent à ce que, n'est-ce pas, qu'il y ait plus d'attirance, que les entreprises se sentent intéressées pour venir investir dans le secteur? Il y a des efforts qui sont fournis, mais est-ce qu'on y est? 10 ans après la loi, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le cadre, n'est-ce pas, d'investissement est attirant? Il y a aussi cette politique fiscale qui va presque de pair avec, n'est-ce pas, il faut récupérer cette énergie. On était content d'écouter le ministre du point de presse qu'il avait fait récemment, où il a évoqué, au fait, cette question des récupérations, au fait, de l'énergie qui est en dormance. Donc, il faut réhabiliter ces centrales, mais il faut passer à l'action. Il faut, n'est-ce pas, aller plus loin. Alors, il y a, au fait, cette vétusté de ces centrales qui est aussi identifiée. La plupart de nos centrales ont été construites à l'époque, avant l'indépendance ou la période, n'est-ce pas, entre 60, 80, etc. Ces centrales sont vieilles aujourd'hui. Je pense que le professeur pourra nous en dire plus sur le nombre d'années d'une centrale qu'on peut estimer. Je pense que c'est plus ou moins 30 ans, ou si je me trompe, le professeur va corriger. Mais après toutes ces années, est-ce qu'on a réhabilité ces centrales? Est-ce qu'on a assuré la bonne maintenance? Et donc ça fait que plusieurs de nos centrales sont vieilles aujourd'hui et cela impacte sur la quantité de l'énergie à disponibiliser et la suite. Il n'y a pas que des centrales, même des réseaux de distribution. Déjà ici à Kinshasa, nous sommes témoins de notre réseau de distribution qui est tellement vieux que tous les câbles sont dénudés, etc. Et ça occasionne plusieurs pertes d'énergie. Les études, au fait, dans les provinces étudiées, ont également mis en lumière, au fait, la pratique des vols des dispositifs de transport, etc. Ça aussi, ça fait partie justement de problèmes d'infrastructure qui occasionnent les pertes d'énergie et qui, n'est-ce pas, limite l'accroissement
de la quantité de l'énergie disponible pour que les gens aient effectivement accès à cette énergie-là. Donc vous allez comprendre que la liste était longue, mais néanmoins, la grande idée qu'on peut se faire de ce diagnostic qui a été fait dans les provinces et surtout les défis qui ont été identifiés sont là. Et peut-être que pour conclure, avant que je ne passe la parole à Maître Eric, c'est aussi un défi qu'on n'a pas mentionné là-bas lié à la transition énergétique. N'est-ce pas, aujourd'hui, parlant de la transition énergétique, est-ce que les acteurs dans le secteur au niveau de nos provinces intègrent cette dimension? D'abord, comprennent cette dimension de la transition énergétique. Est-ce qu'ils intègrent ça? Parce que le fait qu'on n'a pas accès à l'électricité, c'est nos forêts qui en pâtissent. Alors, je voudrais bien m'arrêter là et je vous remercie pour l'attention. Merci beaucoup, M. Emmanuel, monsieur, pour... Donc là, je vais insister juste sur ce que nous avons relevé comme réponse qu'il faut apporter justement à ces défis-là. Parlons de données principalement. Il y a une absence de données criantes qui fait qu'on assiste souvent à des situations telles que l'investisseur qui vient, avant de se lancer dans le projet, eh bien, a besoin de commander lui-même ses propres études pour pouvoir se mettre à jour par rapport aux données. Parce que son vis-à-vis, son co-contractant qui est en face de lui, n'a pas suffisamment tous les éléments possibles à lui mettre sur la table. Ça, c'est une réalité que nous vivons chez nous dans pratiquement tous les secteurs où c'est l'investisseur qui doit venir mettre à jour les données. Et donc, c'est très important qu'on puisse voir la création d'une banque de données du secteur qui soit vraiment supervisée et mise à jour de façon régulière. Gérer les données, c'est une autre donne qui nécessite à ce qu'on puisse investir aussi dans la collecte des données. Parce que sans les données, on ne peut pas planifier. Alors, l'autre problème, c'est le problème lié au cadre légal. Un des problèmes majeurs qui se pose, c'est l'absence de vulgarisation de textes. Ça peut paraître anodin, mais c'est une réalité. Non seulement l'absence de vulgarisation, mais l'ignorance même par ceux qui sont censés animer les secteurs de la loi et du rôle qu'ils ont à jouer pour justement que les secteurs aillent de l'avant. On a mentionné ici le fait que les ETD, qui ont un rôle à jouer à leur niveau, les provinces, pour être à l'initiative de beaucoup de projets d'électrification, eh bien, nombreux d'entre eux sont encore très ignorants, même de l'existence de la loi. Et donc, c'est très important. Nous avons aussi recommandé que les textes puissent être vraiment régularisés et plutôt vulgarisés, de manière à ce qu'on sente une dynamique au niveau de province. Tout ne doit pas venir, selon la nouvelle loi, que du niveau central. Les gouverneurs de province ont les manettes pour pouvoir booster et lancer les démarrages de grands projets énergétiques. Mais pour cela, il faut qu'ils aient conscience déjà de ça et qu'ils comprennent le rôle qu'ils ont à jouer là-dessus. Alors, sur le plan institutionnel aussi, nous avons le même problème. Le défi institutionnel est énorme. On dénombre aujourd'hui dans le secteur de l'énergie plusieurs institutions qui sont indépendantes, qui parfois ne partagent pas toujours leur stratégie lorsqu'ils doivent se déployer sur le terrain. Il y a un manque de collaboration entre elles qui fait que c'est difficile d'adresser un secteur aussi important si on part tous en sens divers. Et un autre défi, c'est que vous allez remarquer que certaines de ces institutions-là sont appuyées, reçoivent des financements, parce qu'ils ont eu la chance d'être en contact avec une institution multilatérale de développement qui a financé, et d'autres n'ont pas accès au financement. Ils sont vraiment des parents pauvres, alors qu'ils sont censés adresser des questions aussi graves et sont à un niveau très important. Donc, c'est très important qu'on puisse aussi voir la question de l'habilitation. Moi, j'appelle ça une habilitation. Il faut habiliter ou réhabiliter les institutions qui travaillent dans le secteur. S'il faut même refaire l'institution pour plus de cohérence, surtout dans l'alignement des décisions et dans la manière dont les mesures sont prises, c'est très important. Un autre défi, c'est les défis liés aux investissements. Normalement, il devrait y avoir une ligne
au niveau national, mais aussi au niveau provincial, qui est axé, plutôt qui est consacré au financement des activités du secteur de l'énergie. Et c'est très difficile quand vous examinez les budgets à la fois des gouvernements provinciaux, mais parfois du gouvernement national aussi, de voir une ligne importante être allouée justement à ces secteurs-là. Et ça, c'est un problème très grave qui doit être aussi amélioré, parce que si on n'investit pas suffisamment dans les secteurs, et si on n'investit pas comme il faut, et j'insiste comme il faut, pourquoi? Parce que nous avons aussi réalisé dans le passé une petite recherche qui a montré qu'en 10 ans, le pays a reçu d'énormes financements venant des diverses institutions qui collaborent avec le pays. Les banques multilatérales, les pays, ainsi de suite, qui ont investi à peu près plus de 2 milliards de dollars dans les secteurs. Mais on n'a pas su voir l'impact que ces milliards de dollars ont montré sur le terrain. Le professeur sait très bien, nous en parlons souvent, le coût d'un mégawatt en solaire ou encore le coût de la production d'une microcentrale hydroélectrique. Quand vous comparez avec les milliards qui sont dépensés et pour lesquels parfois c'est affecté dans des études interminables qui sont analysées, révalidées et tout ça et qu'on sort, alors qu'au finish nous avons besoin de quoi? De l'énergie. Il faut que l'énergie soit produite. Donc il y a ce problème de l'affectation, de la manne qui vient de la collaboration avec les institutions multilatérales de développement pour justement amener à une réelle amélioration du secteur de l'énergie. Alors, les défis liés aux infrastructures, c'est pareil. Nous avons un sérieux problème de la vesticité des infrastructures. Et dans ces infrastructures, nous ne voyons pas seulement les unités qui produisent l'énergie, qui sont en état de développement avancé, mais aussi tout ce qu'il y a comme infrastructure d'accompagnement, les lignes électriques, les cabines, ainsi de suite, qui ne sont pas mises à jour et qui font l'objet des actes de vandalisme, et tenez-vous bien, des actes de vandalisme qui sont impunis. Que ça se fasse au vu et au su de tout le monde. Partout, les infrastructures font l'objet des actes de vandalisme graves, mais pour lesquels il n'y a pas de poursuite. C'est comme si la SNEL estime que voilà, ce n'est pas important de poursuivre, alors que ça fait un mal qu'on puisse voler un câble ou qu'on puisse endommager une cabine. Les gens restent sans courant pendant longtemps, alors que les voleurs, ils circulent. Donc il y a cette question-là de la protection des infrastructures déjà existantes. Puisque si on ne sait pas améliorer ce qui existe déjà, pendant qu'on ne construit pas de nouvelles, c'est un problème. Donc,